Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La distinction à Timoun des lauréats du prix du président de la République de la littérature et la langue amazigh, une 5e édition pour laquelle un timbre-poste a été dédié afin de promouvoir l'innovation en tamazight. Le portrait dans cette édition de Roger Winterhalter, soldat français, qui nous raconte comment il a découvert l'existence d'une cellule du FLN au sein même de la caserne française, qu'il rejoint d'ailleurs et devient un militant pour la paix et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Afrique se dresse contre l'héritage colonial et rejette les discours arrogants et méprisants des autorités françaises. Le continent affirme sa volonté de réécrire son destin dans un élan généralisé de souverainisme. Au Maroc, des décisions arbitraires et une gestion brutale du régime du Merzen continuent de nourrir les tensions sociales et d'attiser la colère des citoyens. Au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs ce lundi dans une frappe aérienne de l'armée sioniste ayant visé un véhicule civil dans le nord de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Bienvenue à tous. Les meilleures œuvres littéraires et scientifiques de la littérature et la langue amazigh ont été honorées hier à Timimoun à l'occasion de la 5e édition du prix du président de la République. Le prix vise à encourager la recherche et la créativité en linguistique. Retour ce matin sur la cérémonie avec Yasmine Saudi. La 5e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh, qui s'est tenue à Timimoun, a mis à l'honneur la linguistique, la littérature amazigh, sa traduction, ainsi que les recherches sur le patrimoine immatériel et les avancées en technologie et numérisation. Une initiative visant à valoriser et préserver la culture amazigh. سنة نمير كليتي وذاني كلان فكاني تابغست كان دخل ما فاسوق قال في مونغالايا جبي الحال مليح مليح مي ويغ لو بروميير بري اون بليس غراس لي زونسيون كلان صغرانا عرفنا فلسنا لا ميثودولوجي دو ريشيرش كمن غير مليح يعني يورا زادينا مي فرح غطس تفغش درنو ديرنو باش نارو اوفير. راني فرحان بزاف بهذا التتويج، وهذا التتويج يعتبر باب ليا في لا كارير ديالي. La célébration de Yinayer à Timimoun cette année est un moment de partage et une occasion pour renforcer la cohésion nationale. Le prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh est l'un des principaux mécanismes mis en place par l'État pour promouvoir la langue et la culture amazigh. Ce prix vise à récompenser les meilleures œuvres littéraires et scientifiques dans ce domaine. Une cérémonie qui met en évidence l'importance de préserver l'identité nationale ainsi que la diversité du patrimoine culturel algérien. Et puis sachez qu'un timbre-poste dédié à la 5e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh a été émis hier. Cette émission intervient pour braquer la lumière sur l'importance de ce prix dans la promotion de l'innovation en tamazight et la valorisation du riche patrimoine civilisationnel national. En effet, ce timbre-poste est un moyen même d'illustrer l'histoire de la patrie, de valoriser son identité et de préserver son patrimoine. Les Algériens établis à l'étranger, notamment en France, ont tenu également à célébrer le Nouvel An amazigh. Le consulat d'Algérie à Bobigny a organisé une soirée Yinayer marquée par une conférence débat et des présentations artistiques à Afaf Blouchet. Hymne national et discours officiel, c'est dans une ambiance solennelle, digne des grandes célébrations nationales, que s'est ouvert la soirée Yinayer au consulat d'Algérie à Bobigny. Le consul, dans son allocution, a rappelé avec fierté la symbolique profonde de cette journée pour notre nation, notre peuple et nos institutions. La célébration du Nouvel An amazigh de 1975
est porteuse d'une forte connotation symbolique, reflétant la force et la diversité des tissus culturels algériens. Une occasion pour renouveler notre fierté de notre identité et de la culture ancestrale de la nation algérienne. La célébration a été marquée par une conférence intitulée Yenneyer de 1975, un héritage culturel et une unité nationale. Une occasion pour l'intervenant d'illustrer le lien indéfectible entre l'attachement à l'identité nationale et la guerre nationale d'indépendance. Donc par cette conférence, on voulait justement rappeler l'occasion de Yenneyer, de parler de notre histoire, de nos cultures et surtout de transmettre notre culture et notre histoire aux enfants de notre patrie et les enfants de la communauté nationale établie à l'étranger. Mais Yenneyer ne saurait pas être pleinement célébré sans ces éléments festifs qui lui confèrent cette convivialité si particulière. Une exposition de poupées artisanales inspirées de l'enfance, un défilé de costumes traditionnels reflétant la diversité de tout le territoire national et une prestation musicale reprenant les classiques du chant amazigh, ces mélodies intemporelles qui ont bercé des générations d'Algériens. En Belgique également, la communauté algérienne établie dans ce pays a célébré la culture amazigh à travers une journée riche en découvertes, en gastronomie, en artisanat et en festivités. Les invités ont plongé dans une culture millénaire, un moment convivial à travers lequel les participants ont contribué à la promotion des traditions algériennes, mettant en relief le patrimoine amazigh. Rafaf Blouchette. Nous sommes à Charleroi, à plus de 8000 km de notre pays. Pourtant, les couleurs de Yenneyer illuminent le centre régional d'intégration de la ville. Des ateliers interactifs entre initiation à l'écriture tifinagh, musique enjouée et flux savoureux de plats traditionnels invitent à la découverte. Sur place, une démonstration de préparation du couscous attire les regards, le tout orchestré par l'association Yova, qui incarne fièrement la communauté algérienne sur place. محتفلين بالناير اسكازا مكازا tous les Algériens partout فين ما كانوا اللي في كندا اللي في الغرب اللي في الشرق اللي partout. L'art plastique s'invite également à la fête. Le visage de Yenneyer s'esquisse à travers des portraits féminins signés du peintre algérien Boubacar Hamsi. Ses œuvres, inaugurées par le consul général à Bruxelles, célèbrent avec éclat cette culture ancestrale. Parce que je me souviens, quand on était petit pendant la guerre, ma mère, mes tantes, mais les voisins, les voisines ont été toujours à nos côtés, et nos femmes ont pris les armes pour se battre dans notre pays. Elles ont été toujours au service de leur famille, de leur pays. Et c'est la meilleure façon de montrer notre culture, c'est de l'ouvrir aux autres. Et c'est mon travail. Le succès est au rendez-vous, comme en témoigne l'enthousiasme des visiteurs belges. Je crois que c'est 2900... Et j'ai plus la suite, mais genre 2975, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc on est vraiment là pour soutenir, etc. Ce genre d'initiative parce que c'est très important. Bien que peu nombreuse, la communauté algéro-belge s'associe à cet esprit de fête magnifié par un sourd amazigh vibrant et un concert exceptionnel de l'orchestre féminin Ahbab Chir Sadr Bjaoui. Citoyen du monde, Roger Winterhalter est un ancien soldat français qui a rejoint le FLN après avoir découvert les pratiques répressives de l'armée coloniale française en Algérie en 1960. Depuis, il est devenu militant pour la justice et la mémoire. Il témoigne de cet engagement qui a marqué sa vie. Nabil Hamidash et Yanis Aïd Belkacem. Arrivé en Algérie en 1960 dans la région de Tlerma, Roger Winterhalter, soldat français, a été confronté à la réalité du système colonial et aux pratiques répressives de l'armée française. Il prend rapidement conscience de l'injustice de cette guerre. Un jour, un Algérien avait été arrêté, torturé, et donc il a été frappé par le sergent qu'il avait torturé avant. J'étais la section qui a accompagné ce prisonnier. Quand il est descendu,
Et d'un seul coup, il y en a un qui a bousculé. Et puis il est tombé. Et puis un autre lui a fait un croche-pied. Enfin, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Un jour, on avait une manifestation. C'était toujours à l'occasion de l'anniversaire de l'arraisonnement de l'avion de Ben Bella et de Boudiaf, enfin, etc. Et donc, il y avait des manifestations. Il y a des milliers d'Algériens, et surtout d'Algériennes et d'enfants qui descendaient des montagnes, qui poussaient des you-you, des cris de vive l'indépendance, pas le colonialisme. Ils n'étaient pas armés, je peux vous dire, ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas menaçants. Il y avait des drapeaux. Et puis on a tiré dessus. Et ça m'a totalement renversé. Auteur du livre Si c'était à refaire, Roger Winterhalter raconte comment il a découvert l'existence d'une cellule du FLN au sein même de la caserne française. Il rejoint alors et sans hésitation la lutte du peuple algérien. Il y avait un groupe de personnes que je connaissais tous, qui étaient tous des tirailleurs algériens qui étaient dans l'armée française. Ils m'ont dit, nous, on représente, on est une cellule du FLN dans l'armée française. Et j'ai dit spontanément, oui, puis infiltraient des Algériens qui faisaient de la contre-propagande, pour ainsi dire. Et donc mon rôle, il me donnait le nom de 2-3 personnes et je falsifiais les papiers. On a quand même fait évader à peu près 19 personnes d'un seul coup. On a fait voler des médicaments pour l'armée de libération nationale. S'il avoue aujourd'hui avoir oublié certains détails de son passage en Algérie durant la Révolution de novembre, Roger Winterhalter affirme n'avoir jamais effacé de sa mémoire cette période charnière qui a fait de lui un véritable militant pour la paix et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était une époque extraordinaire. Pour moi, je suis un militant né de la guerre d'Algérie. Et quand je vais dans ce pays, je suis né ici. On s'entend, mon accent, c'est un accent alsacien, etc. Mais je suis né en Algérie, en tant que militant. Hein. Quand je rentre à Constantine, je passe à Télerma, je pleure. Quoi. C'est vraiment quelque chose de profond. Élan généralisé de souverainisme en Afrique, le continent se dresse contre l'héritage colonial, rejetant les discours arrogants et méprisants des autorités françaises et affirmant sa volonté de réécrire son destin. Yamina Saïdji. Un vent de changement souffle sur l'Afrique, mettant fin à l'influence dominante de la France. Le continent se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Depuis des décennies, des dizaines de pays africains ont subi l'hégémonie française, marquée par le pillage de ses ressources, l'effacement de son identité et la répression de ses peuples. Mais désormais, les Africains refusent toute forme de soumission. Les transformations politiques, économiques et sociales en cours traduisent une volonté collective des Africains de reprendre en main leur destin et d'affirmer leur souveraineté. La France a été chassée de certains pays, notamment des pays du Sahel et plus récemment du Tchad. Mais on s'attendrait à ce que ce soit une occasion pour délivrer un message qui renforce l'image de la France en Afrique. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Le président Macron est passé complètement à côté. Justement, en fait, les Africains en sont arrivés à un point où ils ne veulent plus d'injonctions, ils ne veulent plus de ces tons paternalistes, ils ne veulent plus D'abord, qui lui a demandé? Qui a demandé concrètement à la France de venir faire quoi que ce soit? Mais on sait tous qu'ils sont là pour leurs intérêts, on sait tous pourquoi ils sont là. Des condamnations unanimes rejettent fermement les positions controversées adoptées par les autorités françaises à l'égard des nations et des peuples africains qui ne tolèrent plus les discours méprisants de la France, qui ignorent leur histoire et leurs aspirations. Je pense qu'on atteint un seuil d'irrespect qui ne peut plus être toléré, ni par les Africains citoyens, ni par les dirigeants. Et c'est normal qu'on ait eu cette levée de bouclier à la suite des propos que le président Macron a tenus. Ce soulèvement contre la France coloniale représente un véritable espoir pour toutes les nations africaines et le point de départ d'un projet africain axé sur la libération. Il s'appuie sur une nouvelle vision qui rejette fermement toute forme de domination et de soumission. La France enregistre donc une perte d'influence en Afrique qui se manifeste notamment par le rejet spectaculaire de la présence militaire française, mais aussi diplomatique, économique et même culturelle dans ces anciennes colonies. Aujourd'hui, ces pays africains veulent se réapproprier leurs richesses et choisissent d'autres partenaires stratégiques pour des partenariats gagnant-gagnant dans le cadre du respect mutuel. Amal Borb.
La renaissance africaine, symbole de l'espoir pour un continent dont les richesses ont longtemps attisé les appétits néocoloniaux. Dans un environnement de plus en plus multipolaire et concurrentiel, la France est en perte d'influence sur les plans militaires, diplomatiques, économiques ou encore culturels, dans ce qu'elle a toujours considéré comme son précaré africain. Et la France pensait qu'elle était désirée, que c'était éternel. Et elle s'est trouvée dans un anachronisme historique quand elle a continué à se croire en Afrique chez elle, en particulier dans son précaré africain. Et elle s'est trouvée son armée s'est trouvée hors sol par rapport, finalement, il y avait des dizaines de milliers de coopérants. Et elle a continué comme si de rien n'était. Les Français commencent à méconnaître aujourd'hui c'est pas les États, certains États africains, c'est pas les États du Maghreb. Donc une situation militaire compliquée, une situation politique compliquée entre ces États et la France. Donc, je disais tantôt que le discours, c'est pas l'attitude de la France vis-à-vis de ces États aussi est à revoir. Le rejet unanime de la présence française en Afrique s'est manifesté par le départ forcé des troupes militaires du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, ainsi que de la Côte d'Ivoire. Et prochainement, du Gabon. La France était la seule puissance extérieure au continent à avoir des bases permanentes. Parce que la population est anti-française. Elle n'est pas contre les Français, elle est contre un système. L'Afrique amorce aussi un tournant historique en s'émancipant des structures économiques héritées de la colonisation, dominées par les multinationales françaises qui exploitent les richesses des pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique, qui refuse d'être la chasse gardée de la France, se tourne vers de nouveaux partenariats stratégiques, gagnant-gagnant, basés sur le respect mutuel, une décision souveraine qui a provoqué une onde de choc parmi les partisans du néocolonialisme. Au Maroc, le régime du Marzen poursuit sa politique de démolition des habitations, ignorant les droits fondamentaux des populations concernées, sans garantie ni solution. Ces mesures arbitraires alimentent un profond sentiment d'injustice et de marginalisation, accentuant les tensions sociales et alimentant la colère des Marocains. Fouzi Atej et Rina Lorari. Le régime du Marzen intensifie ses opérations d'expulsion forcée, d'expropriation et de démolition des maisons, comme en témoignent les habitants de Douar Anq el-Djmel, récemment sommés de quitter leur logement après des avis d'expulsion. Face à un système qui bafoue leurs droits fondamentaux, ces Marocains se retrouvent plongés dans une situation de précarité sans aucune solution en vue. Nous sommes des sans-abri à présent. On nous oblige à quitter nos foyers de force sans tenir compte de notre situation financière, de nos familles ou de l'endroit où nous pourrions trouver refuge. Les gens n'ont pas les moyens. Regardez l'état de ces maisons, elles sont à peine habitables. Certains ont même acheté une parcelle de terre et construit leur propre maison. C'est injuste de les expulser avec cette brutalité. Des décisions arbitraires et une gestion brutale continuent de nourrir les tensions sociales et d'attiser la colère des citoyens. Où allons-nous habiter? Nous demandons une indemnisation. Il y a environ 900 maisons ici. Où sont censés partir ces gens? Louer un simple studio coûte au moins 2000 dirhams par mois et les gens n'ont pas les moyens pour supporter une telle charge. J'ai 2 enfants à nourrir et je n'ai pas de quoi louer un logement. On nous a envoyé un avis d'expulsion avec un délai de 4 jours. Je ne sais pas quoi faire. Loin de répondre aux besoins réels des Marocains, le régime du Marzen continue d'imposer des politiques qui exacerbent les frustrations et renforcent un climat d'injustice et de marginalisation. On reste au Maroc où les protestations se poursuivent pour dénoncer la politique du Marzen. Les manifestants qui soutiennent le peuple palestinien rejettent en bloc la normalisation avec l'entité sioniste. Raouf Hamouche. Entre pauvreté galopante, hausse du coût de la vie, le Maroc s'enfonce de crise avec des tensions sociales interminables. Les Marocains semblent pris au piège d'un système incapable de répondre à leurs besoins les plus élémentaires et qui a pactisé avec l'entité sioniste, trahissant la confiance de tout un peuple. Militants des droits de l'homme, médecins, juristes ont investi la rue dans plusieurs villes du pays pour crier leur refus de la politique du Marzen. Alors que de nombreux pays intensifient leurs efforts pour engager des poursuites contre les crimes de guerre du génocidaire sioniste, le régime du Marzen, lui, choisit une voie opposée en réprimant et réduisant au silence ses propres citoyens.
étouffant toutes les voix opposées à la normalisation avec l'entité sioniste et soutenant la cause palestinienne. Nos frères palestiniens ont besoin de nous. Le gouvernement a décidé de se mettre du côté du génocidaire sioniste. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. Nous devrons continuer le combat pour stopper l'ignoble génocide perpétré contre le peuple palestinien. Le régime du Marzen, qui multiplie les efforts pour servir les intérêts de l'entité sioniste, ne cesse de bafouer et piétiner les droits fondamentaux du peuple marocain. Chaque jour, les prisons marocaines s'emplissent encore plus de détenus politiques, de militants et d'opposants à la normalisation, lesquels subissent des conditions inhumaines. Le groupe d'action nationale pour la Palestine a dénoncé des atteintes graves à la liberté d'expression et au droit de manifester pacifiquement. Expliquez-moi comment un citoyen pourrait vivre seulement avec 500 ou 300 dirhams par mois. La misère touche des millions de Marocains. Pourtant, nos revendications sont claires. Nous voulons juste avoir une vie digne. Nous ne voulons rien d'autre. Un quotidien fait de misère et d'atteinte aux droits fondamentaux des Marocains, alors que le régime du Marzen continue d'ignorer leurs revendications et de servir une feuille de route tracée par les accords de la honte. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans des frappes sionistes contre l'école Salah ad-Din au centre de Gaza ainsi qu'à Rafah et à l'ouest du camp de Nusayrat, alors que le village d'Ersti en Cisjordanie occupée a été bouclé par l'armée sioniste, empêchant toute entrée ou sortie de ses habitants et renforçant les mesures de blocus autour du village pris d'assaut et où 70 Palestiniens ont justement été arrêtés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, l'agression génocidaire contre la bande de Gaza a fait plus de 46 500 martyrs et plus de 109 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. Un temps hivernal souffle enfin sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, notamment Sétif, qu'on va voir enrobé de son manteau blanc dans ces images avec lesquelles on se quitte ce matin. Excellente journée à tous.